Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous sommes ici avec Larry Johnson, ancien analyste du renseignement à la CIA. Vous pouvez suivre son travail sur Sonar 21, qui est en libre accès et sans publicité. Je laisserai un lien dans la description. Comme toujours, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Oui, j'essaie de le regarder sans publicité. Et c'est tellement agaçant, vraiment. Je veux aborder cette question de Trump. Il continue de plaider en faveur de la paix. Cependant, sa version de la paix ne repose ni sur le droit international, ni sur la prévisibilité, ni même sur la stabilité. Au contraire, je pense qu'il la conçoit comme une paix fondée sur une force écrasante, montrer qu'il est imprévisible, afin que le monde craigne les conséquences s'il ne se conforme pas. Ainsi, c'est de cette manière qu'il y aurait une paix par la force, si l'on peut dire, et que ce serait le remède à la faiblesse. Parfois, si on l'écoute, lui et Hegseth, on a l'impression que le droit international lui-même est perçu comme une contrainte qui limite, pour cette raison, la puissance des États-Unis. Cependant, pour accumuler davantage de force, et donc, dans son esprit, davantage de paix, on voit maintenant que Trump utilise à la fois la menace et la pression pour annexer le Groenland. Comment évaluez-vous ce qui se passe réellement en ce moment? Et comme vous l'écrivez, est-il temps de lui retirer les clés de sa voiture? Ouais, eh bien, je ne sais pas si Trump plaide vraiment pour la paix, mais il fait certainement un excellent argument pour qu'on lui enfile une de ces vestes blanches avec de longues manches qu'on attache dans le dos, une camisole de force, avant de l'emmener dans un asile. Son comportement est tellement étrange. Mais ce qui est effrayant, c'est que ce n'est pas limité à lui. Ce que j'ai trouvé si alarmant au cours des 3 dernières semaines, en particulier cette semaine, du dimanche 28 décembre au samedi 5 janvier, je crois, c'est que le 28, il a lancé le coup d'État contre le gouvernement iranien, déclenchant des manifestations dans toute l'économie. Il rencontrait Volodymyr Zelensky alors que les États-Unis aidaient l'Ukraine à lancer une attaque pour tuer le président Poutine. Puis il a terminé la semaine en enlevant Nicolás Maduro. Et ensuite, avec tout cela à son actif, et après avoir presque mené une attaque militaire contre l'Iran mardi dernier, il a redoublé d'audace en déclarant ouvertement qu'il ne reconnaît ni ne respecte quoi que ce soit du droit international, que c'est inutile, que seul compte sa propre idée de ce qui est juste et de ce qu'il faut faire. Maintenant, on pourrait dire que ce ne sont que des propos insensés de Donald Trump, mais ces paroles ont été répétées par son chef adjoint de cabinet, Stephen Miller. Elles ont été approuvées par Marco Rubio, le secrétaire d'État, et le conseiller à la sécurité nationale. Et cela a été approuvé et promu par Scott Bessent, le secrétaire au Trésor. Maintenant, je n'ai rien vu ni entendu sortir de la bouche de Pete Hegseth, mais en tant que nouveau secrétaire à la guerre désigné, je suis sûr qu'il est totalement d'accord avec ça. Donc, si vous êtes Vladimir Poutine ou Xi Jinping, ou bon sang, vous savez, Starmer, Macron ou Scholz, vous regardez les États-Unis et vous vous dites qu'il se passe ici quelque chose de très très différent. Certes, la plupart des pays du monde, ou les grandes puissances, ont de temps à autre trouvé des moyens d'ignorer ou de contourner le droit international. Mais ils conservent tout de même une certaine forme d'engagement verbal envers celui-ci, et considère qu'il vaut mieux l'avoir que ne pas l'avoir. Mais maintenant, Trump dit simplement, ouvertement, que cela ne veut rien dire. Et vous savez, il a fait correspondre ses paroles à ses actes, s'étant retiré du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire pendant son dernier mandat de président. Et c'est pas seulement Trump qui bafoue le droit international. Vous savez, George W. Bush a annulé le traité sur les missiles antibalistiques. Et maintenant, même si la Russie essaie de dire
Gardons le traité New Start en vie. Trump et son administration ne montrent absolument aucun intérêt à le faire. On assiste donc à un effondrement complet du système international. Et vous savez, il y a un an, je ne pense pas qu'aucun d'entre nous aurait prédit que nous serions assis ici, à la mi-janvier, en train de regarder l'OTAN se désagréger, parce que les États-Unis affirment qu'il existe une menace chinoise ou russe contre le Groenland. D'accord, eh bien, dans le cadre de l'OTAN, s'il existe une telle menace, on active l'article 5 et toute l'OTAN déclare « Oui, nous n'allons pas laisser cela se produire. Nous allons protéger le Groenland contre la Russie et la Chine. » Mais Trump dit « Oh non, 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 nous n'avons pas besoin de l'OTAN pour protéger le Groenland. Nous allons le faire. Nous allons le prendre. Nous allons vous prendre. Nous allons le faire. » Et même si le Groenland et le Danemark n'aiment pas ça, tant pis. Nous allons vous le prendre par la force. Et l'Europe se retrouve coincée à essayer de comprendre. Vous savez, elle veut s'y opposer, mais elle veut toujours les États-Unis. Elle veut toujours recevoir le chèque mensuel des États-Unis. Et donc j'ai comparé cela sur un plan personnel à une relation avec un conjoint violent. Un conjoint qui abuse physiquement, qui bat l'autre. Et like Tim ne le signale jamais à la police, ne demande jamais de l'ordonnance restrictive, ne fait jamais ses valises pour partir. Il reste dans cette relation toxique. Voilà où nous en sommes. L'Europe est désormais dans une relation toxique. Et la mesquinerie de Donald Trump, exprimée dans cette récente lettre à la Norvège, disait en substance « Très bien, vous ne m'avez pas donné le prix Nobel de la paix, donc je ne suis plus enclin à soutenir la paix, je vais faire ce qui sert mes intérêts. » Eh bien, c'est un aveu stupéfiant. Et donc, je vois franchement cela comme le début de la fin de l'OTAN. C'est la fin du commencement. Et maintenant, nous allons voir l'OTAN se désagréger. Car comment peut-on continuer à entretenir une relation avec une personne ou un pays qui vous traite de manière aussi abusive? Je ne comprends pas. Et je vous pose la question. Les dirigeants européens ont-ils perdu tout respect d'eux-mêmes? Eh bien, pour faire court, je dirais oui. C'est là le problème, à mon avis, avec le temps. Les Européens se sont rendus eux-mêmes tellement dépendants des États-Unis. Je fais souvent la comparaison avec le terme « guerre civile », car c'est la même chose. Dès que deux parties s'affrontent, elles deviennent toujours excessivement dépendantes d'une partie extérieure, au point de perdre le contrôle de leur propre politique. Et c'est souvent pareil dans les systèmes d'alliance. Plus le conflit s'intensifie, plus elles deviennent dépendantes du protecteur. C'est pourquoi, à la fin de la guerre froide, les Européens ont vu une occasion de devenir plus indépendants. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à parler d'autonomie stratégique, de souveraineté européenne et de toutes ces questions. Mais voici le problème que nous constatons aujourd'hui. Toutes ces initiatives ont échoué, surtout à cause de la guerre en Ukraine. Les Européens se sont rendus tellement dépendants des États-Unis pour leur sécurité. Et bien sûr, sur le plan économique, à mesure que le monde devenait plus multipolaire, les Européens ont voulu raviver leur hégémonie collective. Ils ont donc commencé à se couper de la Russie, de la Chine et de tous ceux dont les États-Unis leur demandaient de s'éloigner, dans l'espoir de restaurer d'une manière ou d'une autre le moment unipolaire. Mais en réalité, cela nous a simplement rendus plus dépendants, à un moment où les États-Unis devaient s'adapter à une multipolarité qui se développait ailleurs. Donc non, je pense que les Européens se sont rendus tellement dépendants des États-Unis que les États-Unis peuvent désormais faire tout ce qu'ils veulent. Dans ton analogie, le conjoint battu, je pense que les Européens n'ont nulle part où aller. C'est juste retourner et se faire battre encore un peu.
je dirais. Concernant cette lettre, cependant, c'est assez extraordinaire. Je veux dire, il a écrit une lettre à la première ministre norvégienne, disant qu'il ne se sentait plus obligé de penser uniquement à la paix, et il la relie directement à la menace d'annexer le Groenland. C'est en gros, donnez-moi le prix Nobel de la paix ou j'envahis un territoire. C'est vraiment extraordinaire, et plutôt drôle aussi. Si les Danois perdent un territoire, c'est une manière assez amusante de le perdre. Il y a en fait un autre aspect amusant à tout cela. Trump affirme que la Russie et la Chine veulent s'emparer du Groenland, que leurs navires de guerre se trouvent dans la région et tout le reste. Ce n'est pas vrai. C'est absurde. Cependant, les propres services de renseignement du Danemark ont publié des rapports à ce sujet, affirmant que les Russes pourraient viser le Groenland. Et la raison, c'est qu'ils voulaient, en quelque sorte, amplifier la menace russe pour pousser l'Amérique à s'engager davantage en Europe. Mais ils ont peut-être trop joué avec le feu, car maintenant, Trump peut retourner la situation contre eux en disant « Eh bien, vous n'êtes pas capable de vous défendre contre la Russie, alors nous allons le prendre, car c'est trop important pour la paix mondiale pour que le Danemark s'en charge. » Ainsi, les Danois se sont peut-être sapés eux-mêmes avec leur propre propagande de guerre. Eh bien, je vais profiter pleinement du fait que j'ai un professeur d'histoire ici. Je te prends en otage. Donc, en regardant l'évolution de l'Europe et cette acceptation du droit international, le premier pas a été la Magna Carta, lorsque les nobles sont allés voir le roi Jean et lui ont essentiellement dit « Hey, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux simplement parce que tu penses que c'est juste ou que tu te crois moralement supérieur. Nous allons fixer certaines limites à ce que tu peux faire. » Et le reste de l'Europe a plus ou moins suivi après cela. Marquerais-tu le traité de Westphalie comme le point de départ où la plupart de l'Europe a dit « D'accord, oui, nous allons nous rallier à ce concept de droit international » ou peux-tu le rattacher à un moment précis? Non, je pense que la Magna Carta et tout cela, il vaut mieux rattacher cela directement à la Grande-Bretagne. Je crois que la paix de Westphalie concerne davantage l'établissement d'un ordre mondial moderne, car au lieu d'un système hégémonique, elle a défini ou créé un ordre mondial fondé sur l'équilibre des puissances comme source de paix. Ce que nous avons vu au cours de ces 30 années, de 1718 à 1748, c'est qu'aucune puissance européenne n'a pu imposer sa domination. Chaque fois qu'il semblait que l'une d'elles allait l'emporter, un équilibre naturel se formait contre elle. Ainsi, après tout ce carnage, il est devenu évident qu'il n'y aurait pas de puissance dominante. Et c'est pourquoi l'Europe a accepté qu'il devrait y avoir une anarchie internationale, ce qui ne signifie pas un chaos total, mais plutôt qu'aucune puissance unique ne centraliserait le contrôle. Et essentiellement, tous les États vont alors entrer en concurrence pour leur sécurité. Et la paix découle du maintien d'un équilibre des puissances. C'est très différent de l'ancien système, oui. Mais dans ce cadre, il faut des règles, car c'est là que la diplomatie moderne commence à émerger. C'est à ce moment-là qu'il faut établir certaines règles sur ce que nous pouvons faire. Je veux dire, tout cela repose sur le droit international. On renonce à une partie de la flexibilité en matière de politique étrangère. Donc, on ne peut pas simplement faire tout ce qu'on veut. Mais en retour, on obtient la réciprocité, on obtient la prévisibilité. Et oui, les États-Unis ne peuvent pas simplement s'emparer du Groenland s'ils le souhaitent, mais ils savent alors que les autres pays ne peuvent pas faire la même chose. C'est donc plus stable. Ce qui rend d'autant plus fou de voir aujourd'hui le président des États-Unis dénoncer le droit international comme s'il s'agissait d'une manœuvre woke destinée à affaiblir les États-Unis. C'est très étrange. Eh bien,
parce que tout ce concept de droit international était censé empêcher les plus grands, les plus puissants, de pouvoir simplement abuser et intimider les plus petits. Il était censé instaurer une certaine forme d'équilibre, afin que différentes nations, quelle que soit leur taille, puissent être reconnues comme souveraines et traitées en égal, du moins en théorie. Mais ce que j'ai entendu de l'administration Trump et de ses partisans, il y a un humoriste aux États-Unis nommé Dave Smith, qui est libertarien. Il débattait avec un certain Dinesh D'Souza, qui est, vous savez, l'un des partisans néoconservateurs. Et D'Souza est un homme très intelligent. Je veux dire, un homme instruit du point de vue universitaire. Mais il avançait l'argument selon lequel, en gros, nous pouvions faire ce que nous voulions au Venezuela parce qu'ils sont plus petits et plus faibles. Eh bien oui, c'est comme un adulte qui dirait « Hey, je peux exploiter sexuellement ces enfants ou je peux les maltraiter physiquement d'autres façons parce qu'ils sont plus petits et ne peuvent pas se défendre. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» Eh bien, c'est justement pour cela que nous avons des lois et des règles qui encadrent ce que les adultes peuvent ou ne peuvent pas faire aux enfants. Vous voyez, c'est le même principe. Et maintenant, ils étendent cette logique aux relations internationales, comme vous savez, le Danemark, petit, minuscule. Nous pouvons le prendre en une journée. Vous savez, ils ne peuvent pas riposter. Et donc je regarde cela et je me dis, en quoi ça diffère-t-il de ce qu'Adolf Hitler a fait lorsqu'il a pris le contrôle de la Tchécoslovaquie? Je crois que c'était en 1938 ou 1939. C'est le même genre de choses. Maintenant, je sais qu'Alex Cranor a beaucoup écrit à ce sujet récemment. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lire toute sa série, mais il apporte d'autres éclairages, que ce n'est pas tout à fait comme l'histoire qu'on nous raconte. Mais malgré tout, on en revient à ceci. Soit il existe des règles qui régissent la manière dont les pays se comportent les uns envers les autres, soit il n'y en a pas. Et une fois qu'on s'en détache, cela devient une lutte pour savoir qui est le plus fort et le plus impitoyable. Malheureusement, il semble que les États-Unis soient en train d'y entrer. Vous savez, il n'y a personne autour de Trump pour lui dire « Monsieur le Président, vous ne pouvez pas faire ça. Ou si vous le faites, vous allez détruire l'OTAN. » Personnellement, je n'ai aucun problème avec la destruction de l'OTAN. Je pense que c'est un anachronisme. Mais je ne sais pas si Trump a délibérément cherché à faire cela. Pourtant, c'est probablement ce qui se produira au final. Il aura sapé la légitimité de l'OTAN et rendu sa poursuite difficile. Oui, non. Je pense que l'OTAN est en train de mourir aussi. Et je dois tirer mon chapeau au colonel Douglas MacGregor, qu'il avait en gros prédit dès la première semaine de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que la conséquence de tout cela ne serait pas un renforcement de l'OTAN, mais une mort plus vigoureuse. Mais en ce qui concerne le droit international, je pense, dans une certaine mesure, qu'en tant que réaliste politique, je suis enclin à croire que même le droit tend à refléter la répartition du pouvoir. Après la Seconde Guerre mondiale, nous avions un équilibre des forces entre les deux principales puissances, l'Union soviétique et les États-Unis. Et lorsqu'il existe ce type d'équilibre, où chacune peut contraindre l'autre, je pense que le droit international en porte souvent la trace. Ainsi, la Charte des Nations Unies, issue de la Seconde Guerre mondiale, visait à instaurer des contraintes mutuelles entre les deux camps. Et c'est essentiellement ce qu'est la Charte des Nations Unies. Elle repose sur une certaine égalité souveraine, les mêmes règles pour les deux parties. On peut donc se demander ce qu'il advient du droit international lorsqu'il existe un système hégémonique. Autrement dit, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée et qu'il ne restait plus qu'un seul centre de pouvoir. Pourquoi les États-Unis accepteraient-ils de se soumettre à des contraintes alors qu'aucune force extérieure ne peut les y obliger?
C'est ce que Stephen Walt soulignait dans les années 90. Ce serait le principal défi pour les États-Unis. Il y a un gorille de 250 kilos et personne pour le contenir, alors il fait ce qu'il veut. Cela finirait par s'épuiser et se ferait beaucoup d'ennemis. C'était la principale préoccupation, car les États ne se limitent pas eux-mêmes. Alors, à quoi ressemblerait le droit international? Eh bien, dans les années 90, on a vu apparaître de nouveaux principes. L'intervention humanitaire, qui signifie que nous pouvons recourir à la force sans contrainte, mais que les autres ne le peuvent pas. Puis, il y a la promotion de la démocratie. On a ce changement de frontière avec le Kosovo, en disant « ce n'est pas légal, mais c'est légitime parce que nous l'avons décidé ». On a la guerre mondiale contre le terrorisme, qui revient encore une fois à dire « la souveraineté pour nous, mais pas pour vous ». C'est un peu le principe. Mais c'est en quelque sorte naturel s'il existe un système hégémonique. L'hégémon ne se limiterait pas lui-même. Mais je pense que le problème aujourd'hui, c'est que nous entrons dans un système multipolaire et qu'il faut recommencer à accepter la contrainte mutuelle. Je pense que Trump aimerait restaurer l'hégémonie, mais il n'existe aucun cadre pour le faire. Donc oui, c'est simplement la force fait le droit et l'extraction, eh bien, de quelque chose de vos alliés. Obtenir ce que vous voulez, en somme. Je pense que c'est la direction que cela prend. Et ce ne sera pas seulement Trump. Je pense que les États-Unis comme les Européens doivent s'adapter à ce que signifie le droit international dans un monde multipolaire. Eh bien, suivez l'argent. Les États-Unis ont pu jusqu'à l'année dernière essentiellement fixer les règles et dresser la table parce que le monde dépendait du dollar. L'hégémonie du dollar dominait la situation. Mais la transition loin du dollar a réellement commencé sérieusement en février et mars 2022, après les sanctions contre la Russie et l'exclusion de la Russie du système SWIFT. Quand on y repense, l'Occident a en réalité rendu service à la Russie, car SWIFT est l'équivalent, dans le monde financier moderne, d'un fouet pour calèche. Vous savez, c'est comme dire que si vous voulez conduire une voiture, vous devez avoir un fouet pour calèche. Aujourd'hui, le fouet de cocher ne sert à rien pour faire avancer la voiture, mais il faut quand même l'avoir. C'est un peu la même chose avec les banques modernes, coincées à utiliser cette technologie ancienne, l'email, pour envoyer des messages et transférer des fonds. Très souvent, ces messages se perdent dans les spams et il faut 2 ou 3 jours pour tout démêler. Quoi qu'il en soit, la montée des BRICS a conduit à la création de méthodes de paiement alternatives où il n'était plus nécessaire d'acheter du pétrole russe en dollars américains. Les Chinois payaient en yuan et la Russie acceptait les yuan. Mais ensuite, les deux pays ont commencé à acheter davantage d'or. La Russie en particulier est un grand producteur d'or et la Chine est un grand producteur d'argent. Ils ont commencé à contrôler ces métaux. Nous avons vu, vous savez, au cours des 2 derniers mois, une explosion, en particulier sur l'argent. Hier, vers 14h30, dimanche après-midi, l'argent se vendait à 89 $, et hier soir, il était monté à 93 $. Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir ce qu'il fait aujourd'hui, mais j'imagine qu'il continue de grimper. Et pendant que cela se produit, les pays, au lieu d'acheter davantage de bons du Trésor américain, ce qui est la manière dont le reste du monde contribue à financer le déficit des États-Unis, en achètent moins. On ne sait pas très bien qui achète maintenant, si c'est en fait la Fed, la Réserve fédérale, qui les rachète elle-même ou autre chose. Mais le point essentiel de tout cela, c'est que le contrôle américain sur l'économie mondiale est en train de s'éroder. Et les États-Unis se retrouvent maintenant confrontés à une situation où, vous savez, lorsque cette guerre a commencé en Ukraine, la dette nationale américaine
s'élevait à environ 36 000 milliards de dollars. Elle vient d'atteindre 39 000 milliards de dollars, soit 3 000 milliards de plus en 3 ou 4 ans. Cela croît très très vite et rien n'indique que cela va ralentir, surtout après que Trump a annoncé son intention d'augmenter les dépenses de défense à 1 500 milliards de dollars, soit 500 milliards de plus qu'auparavant. Nous avons donc maintenant ce phénomène avec la Russie et la Chine. Sur le plan économique, ils ne dépendent plus des États-Unis. Ils ont réussi à se détacher de la dépendance au dollar américain. La Russie, grâce au fait qu'elle possède les plus grandes ressources naturelles de tous les pays du monde, est en position de, vous savez, extraire ces ressources du sol, les mettre en production et les vendre. Et la Chine est désormais en tête mondiale en matière de production industrielle et de contrôle des chaînes d'approvisionnement à travers le globe. Cela a placé les États-Unis dans une position réellement désavantageuse. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est qu'en refaçonnant l'ordre financier international, on refaçonne également l'ordre politique international. Jusqu'à présent, les États-Unis étaient capables, comme ils l'ont montré le 28 décembre, de faire s'effondrer l'économie iranienne en provoquant la chute de sa monnaie. Je ne sais pas exactement comment ils s'y sont pris, mais je noterai que George Soros a déjà tenté de faire quelque chose de similaire au Royaume-Uni. Donc si une personne comme George Soros peut le faire, il faut bien reconnaître qu'un pays de la taille des États-Unis peut absolument le faire. Absolument le faire à un pays de la taille de l'Iran. C'est donc là que se déroule réellement la prochaine bataille sur les marchés économiques. L'or atteint un niveau record, l'argent aussi, et rien n'indique que d'autres pays s'apprêtent à dire le contraire. En fait, nous avons vu le Canada, qui faisait autrefois partie des 3 principaux partenaires commerciaux des États-Unis, et qui désormais, en raison du conflit, renforce ses liens avec la Chine et prend ses distances avec les États-Unis. Et cela, malgré les affirmations de Trump selon lesquelles, soi-disant, ils ont mis en place tous ces tarifs et qu'ils travaillent à contrôler ces autres pays. La communication qu'ils diffusent ne correspond pas à la réalité qui sous-tend tout cela. Eh bien, il semble qu'il y ait un format très standard à ce stade. C'est-à-dire que je pense que l'Iran suivait la voie syrienne. D'abord, on utilise des armes économiques contre eux pour créer le chaos économique et l'instabilité politique, puis on aide à déclencher des protestations mondiales et une révolte. Ensuite, 2 choses peuvent se produire. Soit on parvient à gérer ou à détourner la société civile en poussant à un coup d'État, soit le gouvernement réagit et on prétend protéger le peuple contre son propre gouvernement. Et puis bien sûr, le pays est détruit et déchiré pendant qu'on parle de démocratie et de droits de l'homme. Donc c'est un peu comme si on avait déjà vu ce film, oui. Mais je voulais poser une question plus précise à propos du Groenland. Parce que, enfin, pourquoi? Pourquoi prendre le Groenland? Je comprends pourquoi ils ont attaqué la Syrie, je comprends pourquoi ils veulent s'en prendre à l'Iran, mais pourquoi s'approprier le Groenland? Les Danois, avec le Groenland, et les États-Unis sont déjà alliés au sein de l'OTAN. Les Danois accepteraient davantage de bases américaines là-bas. Encore une fois, les Européens souffrent d'un énorme syndrome de Stockholm. Après 80 ans à être des vassaux, il n'y a plus d'imagination politique pour autre chose que d'être gouvernés par Washington. Donc, étant donné que les Européens sont prêts à faire tout ce que Washington leur dit, pourquoi aller jusqu'à s'emparer d'un véritable territoire, alors que les Européens seraient ravis de faire tout ce que l'Amérique leur demande? Oui, j'aimerais donner une raison simple, mais je ne pense pas qu'il y en ait une. C'est vraiment déroutant. L'une des justifications avancées est « Oh, eh bien, les États-Unis ont besoin de ces terres rares que la Chine retient.
Mais il faut quand même les extraire du sol en Islande ou au Groenland, puis les traiter. Et c'est là que réside le problème. Vous savez, à environ 60 km au nord de chez moi, à Bradenton, en Floride, il y a une société minière appelée Mosaic. Mosaic dispose d'un approvisionnement abondant. Ils ont exploité toutes ces mines de gypse et possèdent tout ce matériau. Il contient toutes les terres rares. Le problème, c'est que les États-Unis n'ont pas d'usine de traitement. Et les usines de traitement sont très sales et elles ne sont pas respectueuses de l'environnement. Donc faire approuver l'une d'elles pour une utilisation est un tout autre problème. L'argument des minéraux rares n'a pas de sens. Ensuite, il y a l'idée de vouloir accéder à l'Arctique. Les États-Unis disposent de 2 brise-glaces au total, mais un seul fonctionne. Donc, en pratique, un seul brise-glace opérationnel. Cela ne permet pas d'aller bien loin pour circuler régulièrement dans l'Arctique. En revanche, les Russes en ont au moins 8, et je crois que 5 ou 6 d'entre eux sont à propulsion nucléaire, voire peut-être tous. Je veux dire, ils disposent de brise-glaces de classe mondiale pour traverser cette zone en hiver lorsqu'elle gèle. Et encore une fois, nous n'avons jamais eu un seul cas où les États-Unis ont fait une demande au Groenland en disant « Hey, pourrions-nous agrandir notre base ?» et que le Groenland ait répondu « Absolument pas » ou que le Danemark ait dit non. Cela ne s'est jamais produit. Ou encore lorsqu'ils ont dit « Nous aimerions faire venir plus de personnel », jamais refusé. Donc, vous voyez, je pense que c'est davantage un projet de vanité personnelle de Donald Trump. Ils utilisent le prétexte de la sécurité nationale, mais ils l'appelleraient probablement Trumpland. Ce ne serait plus le Groenland, ce serait Trumpland. Et je ne serais pas surpris de voir cela comme une nouvelle façon de flatter son ego. Oui, je me demandais si tu prévoyais une scission au sein de l'Occident politique et qu'il veut prendre de l'avance. Tu vois? Parce que si le monde devient multipolaire, alors les États-Unis ne pourront plus se concentrer autant sur l'Europe, donc ils auront moins à offrir. Pendant ce temps, les Européens, s'ils veulent rester indépendants et relativement pertinents, devront diversifier leurs liens et commencer à se rapprocher d'autres grandes puissances. On peut donc voir que dans un monde multipolaire, l'Occident politique ne tiendra pas de toute façon. On pourrait avancer un argument stratégique, je suppose, selon lequel il vaut mieux s'assurer dès maintenant ce dont on a besoin, à mesure que le système d'alliance commence à se désagréger. C'est pourquoi il aimerait aussi récupérer les usines de semi-conducteurs à Taïwan et les transférer aux États-Unis, si l'on pense que le système d'alliance ne va pas durer. Mais je pense qu'il y a aussi un fort élément de narcissisme là-dedans, ainsi qu'un ressentiment personnel envers l'Union européenne. Il les qualifie, tu sais, de pire que la Chine. Oui, ce qui suggère aussi que, pour demander aux Européens la permission d'avoir des troupes américaines au Groenland, ou s'ils voulaient une défense antimissile ou espionner la Russie, ils auraient besoin de cette autorisation. Je pense qu'une grande partie de tout cela tient aussi à sa personnalité. Oui. Non, je ne pense pas qu'on puisse sous-estimer cela du tout, comme l'une des principales motivations derrière tout ça. C'est tout, tu sais. Regarde à quel point il est obsédé par « j'ai arrêté 8 guerres », ce qui est faux. Et j'ai besoin du prix Nobel de la paix. Tu sais, la lettre dont tu parlais plus tôt, au vice-ministre des Affaires étrangères de Norvège. C'était le vice-ministre des Affaires étrangères de Norvège? Non, le Premier ministre. Ah, le Premier ministre. Et tu sais, la joie qu'il a montrée quand Machado lui remet le Nobel, tu sais, la médaille. Oh, et c'est comme, vraiment? Enfin, j'ai fait partie d'équipes sportives, et recevoir une médaille ou un trophée, pour moi, ce n'est pas grand-chose. Je ne m'endors pas le soir en me disant « Mon Dieu, il faut absolument que j'obtienne ce trophée ou cette récompense. »
said, "Oh my God, I got to get this trophy or this award." He apparently does. Apparemment, oui, ce qui, encore une fois, n'est pas normal. Ce n'est pas un comportement normal. Et une partie de ce que je vois se produire, c'est que nous avons tellement de dirigeants mondiaux, et j'inclurais franchement Vladimir Poutine là-dedans aussi, qui encouragent ce type. Je pense que la position russe devrait être claire à présent. Et Poutine l'a essentiellement dit la semaine dernière, lorsqu'il s'est adressé aux 32 ambassadeurs. Sans nommer directement les États-Unis, il a déclaré qu'on ne peut pas avoir un système où l'on méprise le droit international et où l'on fait sa propre loi. Mais une partie de cela consiste à dire à Witkoff et à Kushner « Hey, nous allons traiter strictement selon le droit international. » Nous avons besoin d'un engagement de votre part selon lequel les États-Unis vont respecter cela. Sinon, nous n'avons rien à nous dire. Commencez à isoler les États-Unis par un effort concerté entre la Chine, l'Inde et la Russie, et travailler avec d'autres pays pour cesser d'utiliser les dollars américains. C'est la seule chose à faire. L'argent, vous savez, il ne s'agit pas d'entrer dans une guerre physique, une guerre armée. Mais bon sang, vous pouvez paralyser financièrement les États-Unis au point qu'ils devront se retirer et repenser leur approche. Je veux dire, je suis vraiment alarmé par ce que dit Trump, et il est soutenu par toute une bande de sycophantes. Et si cela n'est pas arrêté et maîtrisé, cela va mener à une guerre mondiale, une guerre globale. Je ne vois pas comment ça pourrait être évité. C'est simplement triste de le voir, je suppose, prendre plaisir à recevoir la médaille de quelqu'un d'autre. Et bien sûr, la grande ironie, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui la remporte. La seule raison pour laquelle elle l'a eu, je pense, c'est que les Norvégiens voulaient apaiser Trump en lui donnant essentiellement une légitimité pour envahir le Venezuela, en la remettant à une dissidente qui appelait ouvertement à l'invasion de son propre pays. Voilà. Mais il y a un précédent. En 1920, un Norvégien, Knut Hamsun, a remporté le prix Nobel de littérature. Et il a en fait pris sa médaille Nobel et l'a offerte à Joseph Goebbels en 1943, le ministre nazi de la propagande, parce qu'il pensait que, le ministre nazi de la propagande était tout simplement le type le plus formidable du monde. Donc cela s'est déjà produit. Oui, je veux dire, la personne à qui c'est arrivé te dit tout ce que tu as besoin de savoir à ce sujet. En gros, Trump est au même niveau qu'un propagandiste nazi. On peut défendre cette idée. Ce n'est pas une bonne image. Mais je voulais te poser une question à propos de la défense du Groenland, parce que les Européens veulent montrer qu'ils ne sont pas complètement hors jeu. Comme tu l'as dit, ils donnent l'impression d'être ce conjoint maltraité. Ils veulent prouver qu'ils peuvent tenir tête à Donald Trump. Alors, ils ont déclaré qu'ils défendraient le Groenland. Ils ont envoyé une poignée de soldats, littéralement une poignée. Les Britanniques ont envoyé un seul homme, les Norvégiens en ont envoyé 2 et les Allemands un peu plus. Mais le lendemain de l'arrivée des Allemands, Trump a dit « Eh bien, si vous essayez de résister à l'annexion du Groenland, nous vous imposerons des tarifs douaniers. » Il a donc appliqué une taxe de 10% le jour même où les Allemands sont repartis. Alors je ne sais pas trop. Comment interprètes-tu cela? Quel était le but de tous ces efforts de défense? Y avait-il un véritable intérêt ou était-ce simplement de la posture symbolique? Comment évalues-tu la situation? J'y vois une mise à jour du XXe siècle du film des Monty Python, Les Chevaliers du Saint Graal. D'accord, c'est satirique, c'est risible, c'est absurde, et pourtant le problème, c'est que c'est réel. Vous savez, dans le film des Monty Python, quand les chevaliers commençaient à se battre, ils criaient « Fouillons, fouillons !» Eh bien, ce sont les Allemands. Je veux dire, on vient de voir les Allemands faire exactement ça. Ils ont atterri et ont dit « Bon, on a tenu 36 heures.
Remontez dans l'avion, les gars, on s'en va. L'Europe, dans des conditions optimales, si elle voulait entrer en conflit militaire avec les États-Unis, ce serait un dos d'âne. Elle ne ralentirait même pas les États-Unis. Maintenant, si vous investissez, c'était le bon moment pour investir dans du pop-corn. Parce que je suis sûr que la demande pour ça a augmenté en Russie. Ils sont juste là, assis avec des seaux de pop-corn, en train de manger et de regarder. Au lieu de regarder un grand film, ils regardent tout ce fiasco se dérouler. L'Europe essayant de comprendre si nous sommes pour ou contre la prise unilatérale de territoire. Alors nous sommes prêts à soutenir les États-Unis et la guerre contre l'Ukraine parce que la Russie viole le droit international en s'emparant de territoires ukrainiens. Mais nous allons détourner le regard quand les États-Unis prennent un pays de l'OTAN et le dépouillent de ses biens, de son droit souverain. Et nous n'allons rien faire. Et certains disent, « Oh, eh bien, il faut faire quelque chose. » Tout cela n'est donc qu'un théâtre kabuki. La seule chose qui fera vraiment la différence, c'est si les Européens finissent par s'unir et disent « Attendez une seconde, cela ne peut pas être toléré », et qu'ils commencent à fermer les bases militaires américaines, à refuser l'accès des États-Unis à des endroits comme Wiesbaden. Je ne vois pas du tout l'Angleterre faire cela. L'Allemagne est le seul pays où il pourrait réellement renverser la situation. Et quel serait, imaginons le scénario le plus extrême, celui dans lequel Merkel dirait « Attendez une seconde, nous avons assez subi dans cette relation, nous nous retirons, nous retournons vers la Russie, nous allons acheter du pétrole russe, nous allons acheter du gaz russe. » D'après ce que je comprends, une partie du gazoduc Nord Stream est encore fonctionnelle, donc il pourrait encore livrer du gaz à l'Allemagne. Donc si l'Allemagne commence immédiatement à payer pour du gaz naturel et du pétrole moins cher, elle se retrouvera dans une position où elle pourrait enrayer sa chute économique, déjà amorcée. Cela pourrait alors attirer l'attention des États-Unis. Mais connaissant Trump, il sera tellement irrité par l'effronterie des Allemands qu'il redoublera de fermeté. À ce moment-là, on verra l'OTAN se désagréger. Cette unité tant vantée, qui n'a en réalité jamais vraiment existé, disparaîtra. Et parallèlement, je pense qu'on assistera à une accélération de l'offensive russe contre les Ukrainiens. Le général Iver leur inflige de lourds dégâts, car toutes les centrales électriques ont été mises hors service et un nombre croissant d'Ukrainiens sont contraints d'abandonner des villes comme Kiev, Zaporizhia, Dnipro et Kharkiv. Oui, eh bien, je pense que cela aurait un certain sens pour les Européens. Combattre directement l'Amérique n'a aucun sens. Mais je pense qu'il faut faire comprendre que cela aurait un coût élevé. Ce serait le principal levier pour aller de l'avant, bien sûr. Mais c'est un pari risqué, car les Européens ne veulent pas que les Américains partent, ils veulent qu'ils restent. C'est Trump qui essaie de les faire se retirer. Donc, leur menace correspond en fait à ce que Trump souhaite, ce qui me fait presque penser qu'il s'agit d'une manœuvre pour réduire la pertinence de l'OTAN. Parce que Trump ne peut pas le faire seul. Il faut le Congrès. C'est difficile à réaliser. Mais si les Européens le font à sa place, alors cela fonctionnerait. Je ne dis pas que c'est son intention, mais dans l'ensemble, il semble que son comportement erratique soit souvent, comme je l'ai dit, une forme de contrôle de l'escalade, c'est-à-dire de l'escalade. Il est capable d'intensifier les choses de manière spectaculaire. Et ensuite, les gens essayent de trouver un compromis parce qu'il ne craint pas la guerre, je pense. Il s'inquiète davantage des guerres sans fin, ces guerres coûteuses qui entraînent l'Amérique et l'empêchent d'en sortir. Il semble avoir une aversion pour les coûts élevés, mais il veut les gains faciles. On l'a vu avec le Panama. Il a proféré quelques menaces, puis les Panaméens ont fait des concessions. Avec le Yémen, quand il a voulu simplement les anéantir, cela n'a pas fonctionné.
Alors il a abandonné. D'accord, on en a fini avec ça. Au Venezuela aussi. Il suffit d'y aller, d'enlever le président, de tuer beaucoup de gens, et ensuite c'est terminé. Tu sais, on se réconcilie, on essaie de travailler avec ce qui reste du gouvernement. L'Iran aussi. Il suffit d'essayer de détruire ses installations nucléaires, de faire une frappe de décapitation, et puis ça n'a pas marché. Bon, eh bien, alors on arrête tout de suite. Donc il semble que ce soit la voie à suivre. Si les Européens déployaient quelques troupes au Groenland, ne serait-ce qu'en guise de dissuasion, cela nuirait durablement aux relations avec les Américains. Ou, tu sais, menacer réellement de refuser l'accès au marché européen aux entreprises américaines. Ce genre de choses. Je pense que ça pourrait fonctionner. Mais le problème, c'est que l'Europe ne peut pas vivre sans les États-Unis. Donc, oui, ce serait très creux. Et encore une fois, je ne pense pas qu'aucune menace serait réellement mise à exécution. Mais je me demandais aussi ce que vous pensiez du commentaire de la première ministre italienne Meloni, car elle a dit qu'après que Trump a imposé des tarifs aux Européens qui avaient envoyé des troupes et commencé à s'opposer à l'annexion, il y avait manifestement eu un malentendu, un problème de communication. Les Européens avaient simplement envoyé ces troupes au Groenland pour le défendre contre la Russie et la Chine, parce que Trump avait dit que le problème, c'était qu'il devait annexer le Groenland, puisque le Danemark ne pouvait pas le défendre. Alors, il les envoyait simplement pour aider la Chine, pour faire un Trump, tu vois? Voilà où nous en sommes. Ils s'excusent d'avoir mis en place un moyen de dissuasion pour défendre leur propre territoire, et ils s'excusent auprès de Trump pour cela. C'est là que nous en sommes pourtant. Mais qu'en penses-tu? Bien sûr, je peux me tromper. Peut-être que c'est vraiment leur intention, mais ça n'a aucun sens. Je veux dire, je ne pense pas que quelqu'un puisse imaginer des navires de guerre russes ou chinois arrivant au Groenland et essayant de l'annexer. Ça n'a vraiment aucun sens. Oui, non. C'est ce qu'on appelle mettre du rouge à lèvres à un cochon. Essayer de rendre le cochon joli, ou tu sais, de l'habiller pour qu'il ressemble à une starlette, comme Marilyn Monroe à l'époque. Les choses sont ce qu'elles sont. Je dois me fier à ce que je vois. Et cette idée selon laquelle Trump serait engagé dans une sorte de partie d'échecs sophistiquée en 3 dimensions, alors que ses propos sont si abrasifs, si insultants ou si menaçants, enfin, il relève de l'une de ces 3 catégories, montre qu'il n'agit pas d'une manière qui permette aux gens de sauver la face. Il n'est pas disposé, si l'on peut dire, à prendre de la hauteur et à offrir aux autres une porte de sortie. Non, son approche repose uniquement sur la force brute, au point de pousser certains de ses dirigeants à s'humilier ou à accepter insulte sur insulte. Et tu sais, on peut peut-être s'en tirer comme ça une fois. Mais on ne peut pas continuer à s'en tirer comme ça, car à un moment donné, les gens riposteront. Ils chercheront à se venger. Ils trouveront un moyen de te poignarder dans le dos ou de te piéger. Et donc, Trump est faible. Ce que fait Trump, à mon avis, affaiblit considérablement la capacité des États-Unis à continuer d'exercer cette influence hégémonique dans le monde. Au lieu de cela, encore une fois, il utilise les tarifs douaniers comme une arme politique. Vous savez, historiquement, les tarifs ont été utilisés avec succès lorsqu'ils servaient un objectif économique. Lorsqu'un pays était gravement désavantagé par la capacité économique d'un autre pays, ou parce qu'il produit et échange, etc. On peut donc utiliser les tarifs pour défendre sa propre production nationale. Mais lorsque vous transformez les tarifs en outils politiques, de punition et de coercition, ça ne fonctionne que si vous avez un contrôle monopolistique sur un produit ou sur la monnaie, et c'est plus le cas. Et donc ce qui se passe,
et nous l'avons encore vu, je l'ai mentionné avec le Canada, c'est que le Canada commence à dire qu'il a subi ces abus. Et j'ai dit d'accord, tant pis, nous allons renforcer notre relation avec la Chine. Ce ne sera pas une transformation du jour au lendemain, mais dans un an, il y aura davantage de véhicules chinois importés au Canada, vendus aux Canadiens, et moins de véhicules américains, ce qui va nuire à l'industrie automobile des États-Unis. Et la Chine a déjà un avantage énorme sur les États-Unis à cet égard. De même avec l'Inde, les menaces contre l'Inde se sont retournées contre leurs auteurs. L'Inde ne cherche pas à modifier ses politiques pour s'adapter aux États-Unis. Elle cherche de nouveaux partenaires commerciaux et dit « Très bien, nous devrons vivre sans eux ». Ainsi, lorsque Trump s'est accroché à cette fausse croyance selon laquelle les États-Unis étaient si puissants, que nous étions une puissance essentielle sur les plans économiques, commercial et militaires, dont personne ne pouvait se passer, il découvre soudainement que beaucoup de ces pays disent « Eh bien non, nous pouvons très bien vivre sans vous ». Et en réalité, plus nous nous éloignons de vous, moins nous avons de problèmes. C'est pourquoi, encore une fois, je compare cela à une relation avec un conjoint abusif. Parce que, vous savez, c'est dysfonctionnel. Et c'est presque comme un trouble de la personnalité addictive. Ce n'est que lorsqu'une personne en arrive au point de dire « Je dois me libérer » et qu'elle découvre qu'elle peut se libérer, avancer et trouver une nouvelle vie. Vous voyez, nous sommes dans ce genre de moment de transition dans l'histoire. En regardant en arrière sur cette période, de février 2022 et je pense jusqu'à décembre 2026, nous verrons un changement et une évolution dans l'arène internationale aussi importants que ceux qui ont eu lieu, disons, de mai 1945 à décembre 1948. Ce genre de changement spectaculaire. Eh bien, je n'arrive pas à me décider pour savoir si Trump est réellement instable ou s'il fait simplement semblant de l'être. Mais je ne pense pas que cela change grand-chose. Car comme tu l'as dit, dans les deux cas, on ne peut plus lui faire confiance. Et eh bien, s'il fait semblant, je me demande s'il ne suit pas la stratégie du fou de Richard Nixon. C'est-à-dire que si tu agis de manière irrationnelle et extrême, tu peux faire monter la tension et contrôler l'échelle de l'escalade. Tu peux exercer une pression énorme sur les autres, mais tu peux aussi la relâcher, car personne ne veut d'une confrontation de ce genre avec un fou. Donc être imprévisible, gravir les échelons de l'escalade et, en fin de compte, forcer les autres à reculer et à faire des compromis parce qu'ils craignent les conséquences désastreuses d'une personne qui semble instable. Il y a un certain avantage à paraître instable, mais c'est du théâtre politique. C'est pourquoi de nombreux pays feront presque tout ce que Trump demande, simplement pour éviter un conflit direct, parce qu'on ne peut pas prévoir comment il se comportera, contrairement à ses prédécesseurs. Donc, dans une certaine mesure, ça fonctionne. Je veux dire, les Européens font tout ce qu'ils peuvent maintenant pour éviter tout conflit avec Trump. Ils espèrent simplement qu'il fera ce qu'il veut et qu'il dirigera sa fureur imprévisible contre les Russes. Les Russes semblent eux aussi jouer le jeu de cette mascarade diplomatique de Trump. Puis il retourne sa colère dans l'autre sens, vers les Européens et Zelensky. On se retrouve donc avec ce schéma. Un jour, tout est de la faute de Zelensky. Le lendemain, il est déçu par Poutine. Je ne me souviens même plus où il est en ce moment, mais je ne pense pas que cela ait de l'importance. Il ne fait que passer d'un côté à l'autre. Ce que je veux dire, c'est que qu'il s'agisse d'une véritable instabilité ou non, au final, personne ne vous fera confiance. Les Russes, à mon avis, ont déjà pris leur décision. Peu importe quel document ils signent, il y aura un nouvel accord le lendemain. Je pense donc que c'est une stratégie bancale. Elle n'a pas très bien fonctionné sous Nixon non plus. Mais laissez-moi poser une dernière question, puisque vous avez commencé à parler de l'aspect économique de tout cela.
Comme il impose des droits de douane aux Européens, ces derniers disent maintenant qu'ils pourraient riposter avec 93 milliards de dollars de droits de douane sur les États-Unis. Ils ne le feront peut-être pas, mais dans tous les cas pas. Cela pourrait-il déclencher une crise financière? Pensez-vous que ce soit probable? Financial crisis. Do you see this as likely? Yeah, actually, I do. I think. Oui, en fait, oui. Je suis tombé hier soir sur une vidéo YouTube intitulée Metals and Markets. L'analyste, je pense qu'il s'agit d'un analyste généré par une IA, donc pas une vraie personne, a une présentation très fluide, professionnelle et cohérente, ce qui montre que c'est un texte écrit. D'après moi, il a probablement été rédigé par les Chinois. Ce qu'ils affirment, c'est qu'en raison des tarifs douaniers de Trump, un véritable déséquilibre s'est probablement créé sur le marché, en particulier en ce qui concerne l'argent. Ce qui m'a donné un peu de confiance dans le fait que ce n'était pas simplement de la propagande d'intelligence artificielle, c'est que la vidéo aurait été enregistrée hier, dimanche après-midi, à 14h38. Heure de l'Est, et le prix de l'argent sur le marché au comptant était d'environ 89 $. Le type disait que ça pouvait baisser un peu, mais en 8 heures, ce chiffre était monté à 93 $, une hausse de 4 $. Je n'ai pas encore regardé aujourd'hui, mais si ça continue à monter, alors il y a un problème avec l'argent. La demande est complètement déséquilibrée, et la Chine a déjà imposé une limite aux exportations d'argent. Ils ont restreint cela. Donc je pense qu'on voit de moins en moins de pays acheter des bons du Trésor américain. Par le passé, les États-Unis pouvaient financer leur guerre et leur gouvernement en vendant leurs dettes à des pays étrangers. Et ces pays étrangers l'achetaient parce qu'ils pensaient « Oh, les États-Unis sont un endroit sûr, ils paieront toujours leurs dettes. » Maintenant, on voit le mouvement inverse. On voit la Russie, la Chine, l'Inde, en particulier ces trois-là, acheter davantage de métaux précieux pour leurs propres réserves, tout comme un certain nombre d'autres nations. Tout cela envoie des signaux indiquant qu'une crise financière se profile à l'horizon. Et vous savez, j'aime utiliser des analogies tirées du cinéma parce que je pense qu'elles révèlent une part de vérité. Se demander si Donald Trump est fou, c'est un peu comme se demander si le personnage joué par Mel Gibson dans L'Arme fatale était fou. Et vous savez, on l'a vu à plusieurs moments où il se comportait de façon folle. Puis quand personne n'était là, il se préparait à se mettre un pistolet dans la bouche pour se suicider. Ce n'était donc pas le genre de type qu'on qualifierait de personne stable. Et je pense que c'est ce que nous voyons avec Trump. Écoutez, nous avons des preuves qui remontent à son premier mandat à Washington en 2017. Il a démontré à plusieurs reprises qu'il est un échec total lorsqu'il s'agit de choisir les personnes à inclure dans son gouvernement, ou presque un échec total. Il a le don de choisir les mauvaises personnes, ou de choisir des gens qui travaillent en réalité à le saper, ou des personnes incompétentes. Et nous avons vu cela quand, vous savez, il a nommé Gina Haspel à la tête de la CIA et Christopher Wray à la tête du FBI. Vous savez, nous l'avons vu maintenant en parlant de nommer Pete Hegseth et de transformer cela en département de la guerre. Encore une fois, je me mets à la place si je suis un analyste du renseignement russe ou chinois et que je dois aller faire une évaluation pour le président Poutine ou le président Xi sur le type de personne qu'est Donald Trump. Peut-on lui faire confiance? Est-il prêt à conclure un accord et à s'y tenir? Son objectif ultime est-il simplement de soigner son image, de mettre son nom partout pour paraître gagnant? Ou est-il en réalité une créature dépendante de l'État profond, déterminée à détruire la Russie et ou la Chine? Et vous savez, à mon avis, je pencherais pour la dernière option. Je pense que Trump est devenu un outil commode. I think Trump has become a convenient tool
He's not setting the agenda. He's not. Il ne fixe pas l'agenda, il ne dirige pas l'échiquier, mais il contribue certainement à cet effort visant à affaiblir la Chine et la Russie, car ceux qui tiennent le volant croient encore qu'elles représentent toutes deux la principale menace qu'il faut stopper, au lieu de chercher comment nous pourrions collaborer avec la Russie et la Chine pour rendre tous les pays prospères. Comment pouvons-nous travailler avec la Russie et la Chine afin de ne pas avoir besoin d'un budget de défense de 1,5 billion de dollars? Comment collaborer avec la Russie et la Chine pour promouvoir et construire des infrastructures dans les pays du monde entier? Cette attitude n'existe pas en Occident. C'est plutôt du genre « nous gagnons, vous perdez ». C'est un jeu à somme nulle. Et tant que cette mentalité continuera de dominer, quel que soit le dirigeant en place, les États-Unis resteront pris dans un piège dont je ne pense pas qu'ils sortiront. Oui, eh bien, je pense que c'est un autre ajustement au problème de l'hégémonie vers la multipolarité. Dans un système hégémonique, il n'est pas nécessaire de prendre en compte la sécurité des autres. Il suffit d'être assez puissant pour que peu importe qu'ils se sentent menacés ou non. Ils doivent simplement s'adapter aux nouvelles réalités. Exactement. Dans un monde multipolaire, il faut le faire. Et encore une fois, cela nous ramène à la paix de Westphalie. Si l'on veut assurer sa propre sécurité, il faut aussi veiller à ne pas menacer celle des autres. Je pense que ce sera un ajustement difficile à opérer. En attendant, je pense que ce changement majeur se produit, comme vous l'avez suggéré, également dans la sphère économique. Le fait que l'argent explose en ce moment, je pense que c'est parce qu'il est davantage utilisé dans la fabrication par les Chinois. Donc, la demande dépasse l'offre. Mais gardez à l'esprit qu'en septembre dernier, l'argent atteignait environ 40 $. Aujourd'hui, il est à 95 $. Voilà, en somme, l'histoire de l'argent. Ces derniers mois, il s'est envolé et il ne redescend pas. Avec toutes ces guerres un peu partout dans le monde, je pense que dans les prochains mois, ça s'accompagnera d'une énorme crise financière, ce qui ajoutera une grande variable d'incertitude à tout ce chaos, rendant la situation très difficile à maîtriser. Alors merci, comme toujours, et rendez-vous sur Sonar 21. Oui, je dirais, sur cette note optimiste. Eh bien, l'année a été rude jusqu'à présent, presque 3 semaines déjà. Ouais, ça fait 19 jours et tout le monde crie déjà « Arrêtez le manège, je veux descendre ». C'est étrange. Comme tu l'as dit, si quelqu'un t'avait dit il y a quelques années que nous en serions là, ça aurait semblé un peu de la science-fiction. Je vais faire une prédiction. Avant la fin de l'année, je pense que vous verrez davantage de pays européens renouer leurs relations avec la Russie et qu'il y aura un gel des relations avec les États-Unis. Eh bien, je pense que s'ils veulent plus d'indépendance, ils doivent réduire leur dépendance envers les États-Unis. Cela signifie commercer économiquement avec d'autres, obtenir de l'énergie russe. Mais les lignes de division en Europe ont été recréées après la guerre froide pour consolider la position des États-Unis en Europe. Et maintenant, cela nous rend encore plus dépendants. Donc, tandis que les Européens essayent de prolonger la guerre, ils devraient faire exactement le contraire, y mettre fin rapidement afin de réduire la dépendance. Mais il est intéressant de voir à quel point les Européens ont été soudainement choqués, car rien que durant la dernière année de la présidence Trump, nous avons eu ces attaques contre la dissuasion nucléaire de la Russie. Nous avons eu le massacre à Gaza, l'attaque contre l'Iran, le bombardement du Nigeria, l'enlèvement du président du Venezuela et des menaces contre Cuba, le Mexique, la Colombie et le Nicaragua. Et soudain, tout le monde est sous le choc,
parce qu'il pourrait prendre le Groenland. Je veux dire, nous avons contribué à créer et nourrir ce monstre. Et oui, c'est le monstre de Frankenstein. Il n'est pas sous notre contrôle. Exactement. Et encore une fois, sur une note plus joyeuse, merci Larry. J'ai hâte de te revoir. Et mon ami, j'apprécie toujours cela, et j'apprécie tout le travail que tu fais. Merci. Thank you.